à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'école du futur. Au programme aujourd'hui, quand des lycéennes créent la mobilité du futur, focus sur un prototype de véhicule propre, ce sera dans Génération Talent. Il a une idée derrière la tech, évidemment, c'est Guillaume Gralet du magazine Le Point. Guillaume, aujourd'hui, ton idée, c'est de nous dire que les brevets, ça devient glamour. Oui, ça peut devenir un glamour parce que ça peut permettre à des personnes un peu innovantes de prendre leur envol, y compris au niveau européen. Absolument, prendre son envol d'ailleurs. Tiens, c'est pratiquement notre question du jour parce qu'on va essayer de voir l'éducation numérique qui devient un tremplin pour les jeunes et comment justement elle peut le devenir. Du Vietnam à Madagascar en passant par le Cameroun, on vous emmène à la rencontre de ces ONG et de ces initiatives qui offrent un accélérateur de formation pour les futurs talents du numérique. Ces futurs talents en devenir, pour en parler avec nous, Duc Adouang, vous êtes le président de Passerelle Numérique. Bonjour à vous. Bonjour. Et Ariel Kitio, Ariel, fondatrice et directrice de Kaisti en duplex avec nous depuis Yaoundé au Cameroun. Bonjour Marjorie. Mais d'abord, focus. Mélanger le solaire et l'hydrogène pour faire avancer la mobilité propre, c'est l'idée de deux jeunes lycéennes françaises, Flavie et Océane. Comment leur prototype a-t-il convaincu le jury de Science Factor? Édouard Degnaud revient sur cette histoire. Flavie et Océane sont deux lycéennes dans l'Eure, en Normandie. En 2021, les deux jeunes filles ont remporté le prix Science Factor, un concours scientifique ouvert depuis 10 ans à tous les collégiens et lycéens du pays. Pour gagner, les deux adolescentes ont inventé une voiture fonctionnant avec deux sources d'énergie propres et différentes. Le solaire et l'hydrogène via la biomasse, c'est-à-dire des matières organiques transformées en énergie. Flavie et Océane expliquent que l'hydrogène prend la place de l'essence ou du gasoil et que les panneaux solaires viennent en complément. Leur invention est de la taille d'un jouet, mais elle est complètement reproductible à taille réelle. C'est un professeur au collège qui met les deux filles sur la voie des concours scientifiques, après avoir noté leur ennui en classe et leur besoin d'explorer de nouvelles choses. Océane raconte avoir eu l'idée de leur voiture en pleine nuit et en avoir parlé dès le lendemain matin à son ami qui a tout de suite validé la proposition. Avec l'aide de deux professeurs en sciences de l'ingénieur, elles ont investi le laboratoire du lycée et ont appris l'art de la programmation et des circuits imprimés. Grâce à leur victoire dans la catégorie énergie, Flavie et Océane devraient pouvoir compter sur les partenaires du concours et notamment Engie pour améliorer encore la partie hydrogène de leur voiture. Et oui, la programmation, ça mène à tout. Et c'est ce qu'on va voir justement dans un instant avec nos invités. Guillaume, le fait de mélanger solaire et hydrogène, c'est quelque chose auquel on aurait pu penser, mais on n'a jamais osé le faire. Et à 17 ans, elles ont osé. Ouais, on a vraiment l'impression d'être au début de l'aviation. On tente pas mal de choses. Alors bien sûr, il y a plein de projets qui se cassent la figure. C'est le cas de le dire au sens propre comme au sens figuré. Mais on voit vraiment qu'on va pouvoir sans doute conjuguer le transport, la possibilité de se mouvoir sur la Terre et une écologie, en tout cas des énergies responsables. Et ça fait partie justement de l'innovation que ces jeunes filles et que ces jeunes garçons peuvent justement imaginer, mettre à jour, créer ensemble. On va voir comment le numérique d'ailleurs devient un véritable tremplin pour les jeunes talents d'Asie du Sud-Est et d'Afrique. Démonstration tout de suite avec notre talk du jour. Et nous sommes donc en compagnie de Duc Adouang, président de Passerelle Numérique, et d'Ariel Kitio, entrepreneuse, fondatrice de Kaisti. Messieurs, dames, l'éducation numérique aujourd'hui, pour vous, c'est synonyme de quoi? D'émancipation, Duc, ou de fondamental à avoir justement dans sa boîte à outils pour pouvoir s'armer pour la vie? Un peu les deux. C'est les deux, effectivement. Émancipation, capacité empowerment, pardon pour les anglicismes. mais c'est un phénomène aujourd'hui, le numérique qui dévore le monde. Et en fait, il faut doter chacun des moyens de monter dans le bateau parce que c'est à la fois un outil formidable de développement et aussi il y a un risque, bien entendu, de fracture pour ceux qui ne pourraient pas monter dans le bateau. Donc comment justement faire pour pouvoir résorber ces fractures tout en donnant le pouvoir justement à ces jeunes pour créer le numérique de demain? Ariel, c'est une des missions justement qui vous anime, notamment au Cameroun, à Yaoundé où on vous retrouve. Le numérique aujourd'hui, quand vous en parlez à ces jeunes filles, à ces jeunes talents que vous rencontrez au quotidien, vous leur dites quoi? Ça va être la clé de ta vie finalement? Non, c'est pas ce qu'on leur dit. On leur dit que c'est un outil.
Parce que la clé de la vie, c'est d'abord l'individu. Donc, on ne dissocie jamais le numérique de l'individu qui utilise le numérique. Donc, ce qu'on apprend justement aux jeunes, c'est comment utiliser le numérique, le TIC, et puis la science de manière générale, comme un outil pour pouvoir résoudre des problèmes, comme un outil pour pouvoir adresser des besoins, comme un outil pour pouvoir partager ses passions. Donc, nous présentons principalement le numérique aux jeunes comme des outils qui vont leur permettre de s'épanouir ou alors d'être utiles, productifs et puis même rentables pour la société. Donc, c'est plus ça l'angle que nous utilisons avec les enfants. Donc plus une boussole, si je vous entends bien. Duc, justement, je parlais de Passerelle Numérique, qui est l'ONG que vous présidez. Vous tissez des ponts entre les jeunes et le numérique depuis 2005. Vous avez démarré vos actions au Cambodge, puis aux Philippines et au Vietnam. Après l'Asie du Sud-Est, vous avez choisi de donner sa chance à Madagascar. Vous êtes parti de quel constat d'abord pour créer Passerelle Numérique ? Alors, la création de Passerelle Numérique, on revient en 2005. Ouais. 2005, il faut se souvenir, Facebook était dans le berceau, Gmail n'était pas né, Google Maps n'était pas né. C'était, à l'époque, le numérique était une industrie, en fait. Et nous, le corps professionnel, les professionnels du numérique, de la tech, on abreuvait tout le monde de beaux discours disant « oui, le numérique, c'est super, ça va changer le monde, etc. » Mais de fait, il y avait un petit doute qui planait où, à partir du moment où on essaye juste de rendre les riches plus riches, on peut questionner le fait de l'impact sociétal réel complet. Voilà. Et pour un peu élucider ce doute, on s'est dit, mais si notre discours est vrai, on doit pouvoir, avec le numérique, aider toutes les strates de la société à l'échelle mondiale. Voilà. Et donc, on s'est mis en quête de voir comment est-ce qu'on pourrait valider ça. On a rencontré une magnifique ONG qui s'appelle Enfants du Mékong, au Cambodge, effectivement, qui nous a, alors le mot n'existait pas à l'époque, mais incubé, enfin, il n'existait pas pour des associations humanitaires. Et on est allé chercher au Cambodge des jeunes, mais vraiment loin, loin, loin. C'est-à-dire, soit dans des orphelinats, soit dans des villages reculés, dans les montagnes, dans les plateaux, où il n'y a même pas l'électricité, en fait. Et donc, on ne pouvait pas leur vendre le numérique, parce qu'ils ne savaient même pas ce que c'était le numérique. Mais on est venu les voir et on leur a offert une carrière dans la tech, à travers notre programme de formation qui dure 2 ans à peu près. Mais pour ça, il fallait les ramener à la grande ville, dans des centres où on les hébergeait, où on les formait, nourris, logés, blanchis. Ils avaient quel âge à ce moment-là ? Alors, c'est après le bac. Ouais. En fait, on va dans les lycées, Ouais. on demande aux proviseurs de parler aux élèves, on présente justement notre action Passerelle Numérique, etc. On fait passer un test. Donc, il y a un double critère académique et social. Donc, on fait un test de logique. On essaie de détecter leur appétence aussi pour le numérique, parce qu'on ne veut pas non plus forcer des jeunes qui ne vont pas s'y épanouir. Et ensuite, l'enquête sociale, on va dans le village, on parle aux voisins. S'ils ont des poules, c'est louche. S'ils ont un buffle, c'est négatif. Pourquoi ? C'est la discrimination au buffle ? Non, mais on est une ONG, nous, on vit de dons et de gens qui nous donnent pour qu'on aide vraiment ceux qui ont vraiment le besoin. Donc c'est notre devoir par rapport à nos donataires, de vraiment aller chercher ceux qui méritent, à la fois sur critères sociaux et académiques. Donc c'est vraiment de l'inclusion numérique avec un grand I. On commence à regarder avec vous, avec Guillaume, ces critères de sélection pour pouvoir candidater justement au programme Passerelle Numérique. Si je ne m'abuse, depuis 2005 justement, on revenait à cette date de création, vous avez aidé à former plus de 2300 jeunes. Et ces 2300 jeunes, évidemment, ont réussi à aider, là aussi, leur communauté, leur famille. Au total, ce sont plus de 11 000 personnes, des gouttes d'eau qui, évidemment, font des grands fleuves, notamment en matière d'inclusion numérique et de carrière. Est-ce que vous avez modifié au fur et à mesure aussi des développements et des ères numériques qu'on a vécues de 2005 à aujourd'hui, la façon de sélectionner ces talents-là ? Alors, on va toujours sélectionner, ça nous coûte d'ailleurs, c'est un très gros effort. En fait, on a deux gros points forts à Passerelle Numérique. Notre effort de sélection, qui dure du coup, si ça sur 6 mois, où on va aller chercher dans différentes provinces. Peut-être au Cambodge, on va en prendre 2-3 jeunes par province, et la ville. Et ensuite, la formation, dans la partie formation, c'est plutôt l'éducation en fait, au savoir-être, aux soft skills, etc. Voilà. C'est vraiment les 2 gros sujets sur lesquels on a besoin d'amener nos jeunes en juste 2 ans, ce qui est quand même assez court, à une capacité d'employabilité pleine dans ce secteur numérique où finalement il y a, grâce à cette mondialisation, j'ai envie de dire,
une capacité d'employabilité énorme. C'est-à-dire, si vous formez 10 000 coiffeurs, à un moment, il y aura trop de coiffeurs dans la ville, quoi. Alors que quand vous formez au numérique, il y a une élasticité beaucoup plus grande parce que vous pouvez travailler à distance, parce que vous avez plus de mobilité, et vous avez une perspective de croissance de votre carrière qui va être beaucoup plus grande. Donc, il y a évidemment cette idée de se dire qu'on accompagne ces jeunes, oui, pour leur formation numérique, mais aussi leur savoir-être. L'idée de les amener vers l'emploi, parce que c'est vraiment le but. Encore une fois, quand vous tissez ces ponts entre les communautés de ces enfants et le tissu économique dans lequel ils peuvent s'insérer, aujourd'hui, vous avez choisi de déployer l'initiative à Madagascar. Pourquoi vous avez arrêté ce choix, particulièrement chez les Malgaches ? Alors, on est conscient qu'il y a un besoin dans le monde entier de déployer l'action de passerelle numérique. Madagascar, c'est un pays beaucoup plus difficile. Imaginez, le Cambodge, c'est déjà un pays difficile. Madagascar, c'est un tiers du PIB du Cambodge. Donc, c'est dans le top 5 des pays les plus pauvres du monde. Et donc, en fait, on repousse encore le défi en allant chercher, cette fois-ci, des jeunes qui ont même des difficultés d'accès physique. C'est-à-dire, il n'y a pas de route pour aller dans leur village, etc. Nous, on trouvait que déjà, en allant au Cambodge, le défi était grand, mais maintenant qu'on a eu le temps de se roder, on a eu le temps d'apprendre, on a eu le temps de s'améliorer, on s'est dit qu'on était prêt à un nouveau défi. On a rencontré la Fondation pour l'enfance en France qui nous a soutenus avec SOS Village d'enfants pour aller tenter cette aventure à Madagascar. Donc c'est un peu le niveau d'après, quoi. Et on voit bien justement qu'il y a Passerelle numérique à pas mal d'années. C'est quoi le retour de ces jeunes qui changent totalement de vie ? Est-ce qu'ils sont contents ? Est-ce qu'ils ont envie de retrouver leur vie d'avant ? Est-ce qu'ils ont envie d'évangéliser ? Je pense que ça doit dépendre de chaque cas, mais globalement, ça se passe comment ? Alors, la première année, donc ils trouvent un emploi salarié. Ouais. C'est quelque chose dont ils osaient même... En fait, c'est pas qu'ils osaient pas rêver, ils savaient même pas trop que ça pouvait exister, quoi. Ils envoient en moyenne 30% de leurs revenus dans leur famille. D'accord. Les premières années. Donc, en fait, les 3 à 5 premières années, l'objectif, c'est de construire une maison en briques à leurs parents. Je caricature un peu, mais souvent, c'est pas une caricature, voilà, c'est factuel. Et après, ils vont pouvoir se déployer dans leur carrière et penser, du coup, bien entendu, s'installer, famille, etc. Tout en restant, en général, dans les grandes villes du pays où on les a accueillis. Et vous parliez justement de la façon dont, à Madagascar, vous avez pu commencer à imaginer, créer cette formation passerelle numérique avec notamment d'autres associations. On voit qu'il y a aussi des passerelles entre ONG. Comment est-ce que vous financez concrètement les actions de passerelle numérique ? Alors, je disais, à la genèse, c'était vraiment le corps professionnel des experts de la tech. Donc au début, on s'est financé avec ce qu'on appelait à l'époque les SS2I, qui sont devenus les ESN aujourd'hui. Les entreprises du numérique, voilà. Et de services numériques. Après, notre action étant aussi dans l'émancipation, en particulier, on a 60% de femmes. On est dans l'éducation, donc il y a aussi des fonds comme la Fondation Pierre Bellon qui se consacre au sujet d'éducation dans le monde, des fondations qui se consacrent au sujet d'égalité des femmes, qui nous ont aussi financés. Donc que des financements privés, voilà, RSE grandes entreprises ou fondations familiales, etc. Et puisqu'on en parle, on voit un petit peu que c'est en train de bouger. Encore une fois, avec cette vague du numérique et ce qu'on appelle le people-centric qui arrive, l'humain d'abord, les réseaux sociaux basés sur les personnes. Et on voit certaines entreprises qui commencent à nous dire... si vous voulez notre argent, pas de problème, pour aller vous parler à nos employés, un peu comme le budget participatif dans les municipalités. Et puis, quand il y a un employé qui donne 1 euro, nous, on vous donnera 1 euro. Ce qui change complètement la manière, évidemment, de trouver nos ressources, qui, en même temps, on peut se dire, c'est plus difficile parce qu'il faut trouver 1000 personnes. Et en même temps, peut-être sera un peu plus résilient. En tout cas, qu'on le veuille ou non, c'est un peu une tendance de fond à laquelle on est en train de se préparer pour essayer de trouver... 1000 personnes qui nous donnent 500 euros au lieu de trouver 50 ONG qui nous donnent 100 000 euros. Et ça change aussi votre façon de convaincre, visiblement. On va retourner à Yaoundé avec Ariel, évidemment, parce qu'on a envie de regarder ce qui se passe du côté de KAISTI. KAISTI, c'est surtout l'acronyme de Cameroon Youth School Tech Incubator. Depuis 2015, vous multipliez les initiatives, Ariel, avec l'association WIT aussi, pour promouvoir les sciences et les technologies auprès des jeunes filles. ABC Code pour aider les 6-15 ans à coder en langue africaine, mais aussi
aussi en français. On va y revenir justement. Et puis la toute dernière initiative en date que vous portez, c'est Tech Women Factory qui a été lancée en février dernier pour former 169 femmes au codage informatique. On revient sur Kaisti d'abord. Aujourd'hui, vous revendiquez près de 29 000 enfants formés au Cameroun, 350 enseignants, plus de 8 000 responsables de l'éducation primaire dans 6 pays d'Afrique. Vous apprenez quoi exactement à ces enfants? C'est quoi la méthode Kaisti, Ariel? Ok, la méthode KST, c'est une méthode qui est 6 en 1. La première partie étant découvrir, ensuite apprendre, ensuite pratiquer, ensuite créer, ensuite solutionner. Et pendant tout ça, il faut s'amuser. Donc l'idée vraiment avec la méthodologie KST, c'est de rappeler d'abord aux jeunes qui sont des êtres humains, qui peuvent observer leur environnement, qui peuvent être sensibles aux fleurs, d'autres sensibles aux météorites, d'autres sensibles à l'aviation, mais qu'au fond, rien n'est bon, rien n'est mauvais, et que le numérique peut aider tout le monde en fonction de sa passion, de ses besoins, pour pouvoir accomplir un rêve ou bien pouvoir résoudre un problème. Donc, les enfants avec qui nous travaillons commencent toujours par la découverte de soi, les tests de personnalité pour savoir à quoi ils sont sensibles, pour savoir comment est-ce qu'ils répondent à tel ou tel autre élément, et surtout pour favoriser le travail en équipe. Comme ça, chacun sait que mon voisin est très sensible aux remerciements, aux félicitations. Il est moins sensible, par exemple, aux questions comme pourquoi. Donc, ça permet également à créer une dynamique de groupe où chacun comprend l'individu avec qui il travaille. Ensuite, on leur permet de découvrir des différents concepts, mais toujours avec une approche orientée projet, une approche orientée solution de problème. Donc, dès qu'on découvre qui vous êtes, on vous demande ce dont vous avez besoin, ce que vous rêvez de réaliser, et puis chaque personne à la fin une sorte de formation personnalisée qui lui permet de créer une application, un robot, une page web qui adresse le besoin qu'il a identifié. Et ainsi, on arrive à stimuler l'envie, stimuler le besoin chez les enfants qui, au début, n'étaient pas du tout intéressés par le numérique, qui au début se disaient que le numérique c'est pour une catégorie de personnes. On arrive à les stimuler parce qu'ils se disent justement j'arrive à adresser un besoin qui est dans mon secteur qui me passionne. Donc voilà un peu l'approche que nous utilisons. Et puis nous travaillons beaucoup avec un système de mentorat et de mise en lumière de rôle modèle. Donc, on connecte les enfants à des entrepreneurs, on leur fait rencontrer des personnes qui jadis étaient comme eux, mais qui sont juste écoutés leur passion, qui sont mis au travail, qui ont été résilients et qui arrivent aujourd'hui à créer des problèmes, à créer des solutions, autant pour moi, qui satisfont des personnes autant à l'échelle nationale qu'à l'échelle internationale. Donc, vraiment, c'est une approche qui est orientée projet, orienté problem solving et surtout orienté sur la personnalité de l'individu qui doit voir le numérique comme un outil pour se révéler, pour pouvoir être productif. Et voilà justement la boussole dont vous nous parliez tout à l'heure. En effet, cette boussole pour pouvoir en effet s'orienter, trouver des solutions avant tout. Et ce que j'aime dans vos deux approches, Duc et Ariel, c'est qu'on voit bien qu'on mise aussi sur cette idée de savoir-être, de comment est-ce que le numérique aussi peut s'approprier à la personnalité de chaque apprenant et apprenante. Ariel, vous êtes d'ailleurs une habituée des prix et des récompenses. Prix Margaret pour la JFD en 2019, classement Forbes 30 Under 30 pour l'Afrique francophone, Tech Women Award pour le département d'État américain, des prix qui mettent les femmes à l'honneur. Mais moi, j'adore la phrase que vous rétorquez quand on vous dit que vous êtes une femme et que vous êtes mise à l'honneur. Vous dites, oui, mais femme, c'est pas mon métier, dites donc. Oui, parce que Internet et principalement les réseaux sociaux ont amené une certaine mode de femmes qui, de par leur féminité, enfin ça devient comme un métier, quoi, parce que c'est les atouts féminins qui deviennent la principale source de rentrée d'argent et qui sont érigés en modèle, ce qui est très frustrant parce que à la fin, les jeunes filles de 14-10 ans qui regardent aujourd'hui se disent c'est tellement facile de pouvoir apporter du pain sur la table juste en montrant ses attraits féminins. Et nous sommes complètement contre cette approche-là parce que la science, la technologie, c'est la chose la plus égalisante, si je peux dire ça comme ça, qui existe et qui demande juste de la concentration, de la curiosité et un peu d'ouverture d'esprit. Donc, je pense que
être femme n'est pas un métier, tout simplement parce qu'avant d'être femme, on est d'abord un être humain. Et être femme, c'est juste un attribut de plus, comme être de race noire, comme avoir les yeux marrons. Donc, il faut ramener les jeunes filles à se dire nous sommes des êtres humains qui avons des pleines capacités qu'on peut mettre au service de notre communauté et pas juste nos attraits féminins. C'est plus vers ça, c'est plus ça le message en fait que je m'attelle en fait avec cette phrase-là. Et vous le faites très bien, on l'entend ici dans l'école du futur. On va parler dans une minute de la façon dont ce numérique devient un véritable tremplin pour l'égalité des chances et peut impacter sur toute une communauté, avec Duc évidemment et avec Ariel. Mais d'abord, on fait un tour du côté de la planète tech. Je sais que vous l'attendez, c'est l'heure du Zap, rassemblé par Cheryl, Jessica et Sengay. He's quick. Oh, he's wicked. He's blowing. I race him, Joe, I race him. Oh, we doen volgens mij al. Zo'n haas is een motorbike. De retour, vous l'avez vu évidemment sur le plateau de l'école du futur, toujours en compagnie de Duc Adwong, le président de Passerelle Numérique, Ariel Kitio, entrepreneuse, fondatrice de Kaisti, qui est à Yaoundé avec nous aujourd'hui, et puis évidemment Guillaume Gralet du magazine Le Point, parce que Guillaume, je crois, comme ça, tu as une idée derrière la tech. Et Guillaume, avec toi, on va prendre le pouls des brevets. Mais d'abord, rafraîchis-nous la mémoire. Quand on parle de brevets en matière de technologie, on parle de quoi exactement ? En réalité, c'est une preuve que vous avez eu une idée un peu avant tout le monde. Alors pour cela, on va faire une demande de dépôt de brevet. Et en réalité, vous allez passer devant un comité d'experts qui va tout examiner. Alors ça peut être des choses extrêmement précises, la forme d'un écrou par exemple. On va s'assurer que personne d'autre n'a eu cette même idée. Et puis, si le comité d'experts est d'accord, eh bien, vous aurez une protection qui peut être assurée pour le monde entier ou pour un territoire. Et pour le territoire européen, c'est le travail de l'Office européen des brevets qui est basé à Munich et qui reçoit chaque année des dizaines de milliers de demandes. Des dizaines de milliers de demandes. Et justement, cet Office européen des brevets émet une étude en ce moment et qui va peut-être nous donner de l'espoir parce qu'on le sait, en matière de brevets, l'Europe a parfois eu l'impression d'être à la traîne, d'autant plus que, on vous le dit souvent ici dans l'école du futur, le numérique, c'est de la politique. Et là, même de la géopolitique de l'innovation. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est une des premières bonnes surprises. On avait vu un ralentissement des demandes adressées à cet Office européen des brevets et on a vu une augmentation pour l'année précédente, l'année 2021, 188 600 demandes, une augmentation de 4,5% en une année.
Alors, quels sont les pays qui semblent être le plus en pointe? On dit souvent que la meilleure défense, c'est l'attaque, mais le plus inventif et qui dépose le plus de brevets. Oui, alors c'est ça une autre surprise, c'est-à-dire que ce ne sont pas les pays européens qui déposent le plus de brevets en Europe, mais ce sont des pays extra-européens, à commencer par les États-Unis qui ont fait 46 553 demandes. Ils sont suivis du Japon. Et viennent ensuite la Chine. On voit l'Allemagne et la France se glisser dans ce top 5, mais c'est vraiment les États-Unis qui déposent le plus de brevets. Alors si on s'intéresse maintenant au secteur, les semi-conducteurs, par exemple, globalisent 21% des demandes de brevets. On voit qu'il y a différents acteurs, le coréen Samsung, l'américain Intel ou encore le taïwanais TSMC qui sont très actifs. On a quand même un français, le CEA, un institut de recherche, qui se hisse dans ce top 5. Cocorico, tout de même en fin de top 5. On ajoute à ça une bonne nouvelle parce qu'on va pouvoir bientôt assister à la création d'un brevet européen. Ça veut dire quoi? Que c'est un bouclier qui nous permet de déposer des brevets simultanément dans tous les États membres? Oui, c'était essentiellement une simplification administrative. C'est-à-dire que avant, il fallait déposer un brevet dans chaque pays européen. Là, on voit qu'on a une harmonisation européenne qui est en cours, qui va être effective avant la fin de l'année 2022. C'est essentiellement des gains de temps et d'argent. On va pouvoir diviser globalement des coûts qui s'élevaient parfois au-dessus de 30 000 euros à moins de 5 000 euros. Choc de simplification du côté de l'Europe, donc. L'autre véritable surprise de cette enquête de l'Office européen des brevets, c'est qu'on voit l'émergence d'acteurs de plus en plus gourmands. Et là, il faut se tourner du côté du Pacifique. Oui, si on s'intéresse au classement général, en réalité, on voit que le premier français, Safran, n'est que 33e du classement global. C'est loin derrière le chinois Huawei. Vous savez, cet équipementier télécom qui est actif sur la fabrication de smartphones, mais également des équipements 5G notamment, et qui a déposé le plus de demandes, suivi de Samsung et de LG. Alors, on a souvent vu les entreprises chinoises comme représentant de l'atelier du monde, avec l'entreprise Foxconn, la plus grosse usine du monde notamment, copiant les technologies européennes. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Les transferts de technologies clés ont eu lieu, et les entreprises chinoises ont les capacités d'acquérir des pépites technologiques. Ça, c'est très important, soit en les achetant, soit en investissant. On le voit de plus en plus en participant à des tours de table. Et ce qui est très important, c'est de rappeler quelque chose qui a d'être la palissade une fois qu'on l'a dit, mais tout de même, déposer un brevet aujourd'hui, c'est prendre de l'avance pour les créations, les innovations qui auront lieu dans les prochaines années. C'est essentiel. C'est-à-dire qu'on préempte le futur, Marjorie. Et pour cela, on peut écouter Magali Touroud-Pereira, qui est conseil en propriété intellectuelle chez Touroud et Associés, son cabinet. Elle explique que Huawei a largement contribué à l'essor de la 5G. Elle vient rappeler à notre souvenir le rôle incontournable, surtout qu'elle souhaite jouer en Europe dans ce domaine. N'oublions pas, explique-t-elle, qu'un brevet, c'est un monopole qui dure 20 ans et que la 5G commence à peine à être déployée. Il faut encourager tous les jeunes innovateurs qui nous regardent d'avoir non seulement de l'imagination, mais surtout d'avoir envie de la protéger, de déployer leurs envies dans le monde. Si tu devais déposer un brevet aujourd'hui, Guillaume, ce serait lequel ? Moi, j'avais envie de créer un projecteur qui sorte de mon téléphone pour pouvoir regarder des écrans un peu partout. J'aurais peut-être envie de créer ce même projecteur, mais qui consomme le moins d'énergie possible pour être un peu responsable. Mais absolument, car c'est justement cette chance absolue aujourd'hui de tisser des passerelles numériques, pouvoir justement se projeter dans le dépôt de brevets, c'est aussi inventer le numérique de demain. On lui demande d'être plus éco-responsable, plus durable, plus éthique. Duc, est-ce que c'est une chance pour les candidats et les candidates que vous formez avec Passerelle Numérique? On le rappelle, en Asie du Sud-Est et à Madagascar aussi depuis quelques semaines. C'est une chance pour pouvoir mettre à jour ce numérique qu'on attend toutes et tous? Oui, le numérique est une chance. Maintenant, je vais raconter une histoire un petit peu triste qui a eu lieu pendant le confinement, où des ONG ont levé de l'argent pour aller distribuer des tablettes dans les villages aux petits jeunes comme ça. Ils sont venus, ils ont donné une tablette, ils sont partis. Et en fait, ça se passe pas du tout comme dans les belles histoires qu'on peut parfois voir sur TEDx. 6 mois plus tard, ils sont pas sur France Université Numérique en train d'apprendre la physique quantique ou de déposer des brevets. Donc c'est une chance, mais pour s'en saisir, il faut à côté une posture, il faut des gens qui croient en vous, en fait, même des gens qui vous disent c'est super, qu'est-ce que tu fais avec, et qui ont un regard bienveillant.
Et idéalement, nous, à Passerelle Numérique, on a un accompagnement complet 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ils sont hébergés avec nous. On les accompagne vers une autonomie parce que petit à petit, on va les mettre en coloc et leur donner de l'argent pour qu'ils se payent leur déjeuner. Donc nous, on a un accompagnement vraiment complet. Mais même sans aller jusque-là, le numérique est une chance à condition qu'en plus de fournir une tablette, on donne aussi la chance d'avoir une posture d'acteur et non pas de simple consommateur, comme on a pu déplorer dans les années 80 les fameuses couch potato, les patates de canapé qui étaient simplement consommateurs devant la télé. En fait, devant une tablette, on est face au même risque. Et c'est là que l'éducation a un rôle majeur. Oh, surtout pas des mobiles, peut-être aussi, si je vous entends bien. Ariel, justement, les enfants, les jeunes filles que vous formez avec Kaisti, avec ABC Code aussi notamment, ce sont eux qui vont pouvoir justement leapfrogger, faire ces sauts de grenouille pour pouvoir mettre au point ce numérique éthique, durable, environnemental qu'on veut voir aujourd'hui. Tout à fait, tout à fait. Nous avons justement choisi de travailler avec les enfants, les tout petits, parce qu'ils sont à la phase où le cerveau est encore très réceptif. Ils n'ont pas beaucoup de choses à déconstruire comme les adultes. Donc, nous travaillons à semer en eux justement une façon de penser, une façon de voir le numérique, de voir la science de manière générale, comme je l'ai dit tantôt, comme un outil qui va leur permettre à la fin vraiment de résoudre des problèmes, d'adresser des besoins. Donc, dès le bas âge, ce qu'on apprend aux enfants, c'est, par exemple, je vais vous donner quelques exemples de projets. On a une jeune fille dont la maison avait brûlé, et puis qui nous avait dit qu'elle ne savait pas quoi faire pendant qu'il y avait l'incendie. À la fin de la formation, elle a pu créer, elle avait 8 ans, un petit didacticiel qui donne les premiers gestes à faire en cas d'incendie dans une maison. On a par exemple une fille qui disait que sa mère oublie trop et qu'elle aimerait avoir quelque chose qui permet à sa mère de se rappeler des choses. Là, c'est quoi? C'était 9 ans. Elle a créé une sorte d'agenda. Donc, vous voyez que si elle était à l'époque où on créait l'agenda, elle y aurait pensé. Elle a pu créer un petit agenda à son niveau, tout à son des applications mobiles. On a par exemple une autre qui dit qu'elle aime tellement faire les gâteaux et qu'elle voit que chez ses cousines, par exemple, elles ne savent pas faire les gâteaux comme elle. Elle crée un petit didacticiel qui apprend à faire les gâteaux d'anniversaire, gâteaux de mariage, gâteaux à la banane, gâteaux, etc., etc. Donc, l'idée vraiment, c'est d'apprendre aux enfants dès le bas âge qu'en fait, il y a un élément clé de l'innovation qui est d'abord l'observation. Ensuite, il y a la pensée critique, c'est-à-dire se dire, voici ce que j'observe, mais voici ce qui ne convient pas et voici là où je peux apporter une solution. Et puis, le numérique ne vient que comme un outil, pas comme une finalité en soi. C'est ce qu'on veut vraiment éviter avec nos enfants. C'est pour ça qu'ils travaillent même beaucoup parfois avec le papier, avec le crayon, avec les couleurs. Ils travaillent en extérieur, ils font de la peinture. Mais le numérique vient comme un outil parce qu'on ne veut pas arriver à une génération ultra connectée qui ne savent que numérique, qui ne parlent que numérique et qui ne font que numérique. Il faut qu'on les recentre sur l'individu et qu'on positionne vraiment le numérique comme un outil qui sert l'humain et non l'inverse. Allez, on continue justement à parler de ces talents, mais aussi citoyens, citoyennes du numérique. On l'aura bien compris avec vous, Ariel, que vous formez avec Kaisti d'un côté, avec Passerelle Numérique de l'autre. On continue notre discussion tout de suite. Et on va revenir justement sur un des fondamentaux de Passerelle Numérique parce que vous vous appuyez sur les objectifs de développement durable de l'ONU, des Nations Unies. L'éducation numérique, c'est plus que jamais un tremplin pour accéder aux autres objectifs ? Tout à fait. Donc, l'éducation en soi est un des objectifs. Sortir de la pauvreté, l'égalité homme-femme, l'égalité des genres. Alors, c'est pas qu'on porte pas les autres objectifs dans notre cœur. On essaye aussi, évidemment, d'avoir des sensibilités écologiques et sur les autres aspects du développement durable. Mais c'est vrai qu'au moment où on se dit, nous, Passerelle Numérique, quelle est notre mission sociale, c'est de se concentrer sur ces trois objectifs principaux. Ouais. Et qui sont justement, qui font effet boule de neige, si j'ose dire, à partir du moment où les besoins en matière d'éducation sont couverts, l'accès à l'information qui passe aussi par le numérique l'est, on peut en effet continuer à compléter la liste de ces SDG, en très mauvais franglais, ces objectifs de développement durable de l'ONU. J'ai envie qu'on creuse la question de la langue avec vous, Ariel, parce que ça, c'est fondamental dans la façon dont vous apprenez le code informatique aux enfants de Kaisti. Le code et le numérique, oui, c'est une nouvelle langue vernaculaire, mais vous dites, attention,
OK, l'anglais, c'est la langue qui est la plus facilement dispensée pour apprendre la programmation, mais il faut aussi apprendre dans les langues africaines, en français. Ça fait partie d'une initiative que vous avez lancée qui s'appelle Coder en français. Pourquoi est-ce qu'il faut faire attention à la langue dans laquelle on code ? Il faut faire attention à la langue dans laquelle on code et surtout à la langue avec laquelle on apprend à coder parce que si je me mets à m'exprimer en anglais, je serai moins, comment dire ça, fluent, comme on dit, que si je m'exprime en français parce qu'il y a la langue dans laquelle le cerveau pense, il y a la langue avec laquelle le cerveau apprend. Donc, nous, on a trouvé vraiment injuste que des jeunes qui sont nés et qui, au quotidien, pensent en français, pensent en lingala, pensent en wolof, apprennent à l'école en français ou en lingala ou en wolof, aient besoin d'apprendre l'anglais pour pouvoir apprendre à coder, alors que d'autres enfants, naturellement, apprennent dans la langue du code, entre guillemets, qui est l'anglais, parce que le coding, à la base, a beaucoup d'anglicisme. C'est important, pourquoi? Parce que le code, une fois de plus, est un langage. Et c'est un langage qui permet de s'exprimer pour être compris par un ordinateur. Donc, nous avons donc pensé que si quelqu'un veut démarrer, il veut juste apprendre, il veut connaître les rudiments, il n'a pas besoin d'apprendre une langue intermédiaire pour apprendre une langue, parce qu'à la fin, le codage n'est qu'une langue aussi. Donc, pour nous, c'était primordial pour donner une chance égalitaire à toutes ces personnes-là qui veulent démarrer, qui veulent être à la page, qui veulent être à la ligne, de pouvoir écrire du code, créer des solutions sans avoir besoin de passer par un pas intermédiaire qui est la langue anglaise. Et aujourd'hui, nous sommes tellement heureux parce qu'on a des enfants, par exemple, de Goma, les enfants de la Damawana, le Cameroun, qui nous ont fait des témoignages émouvants parce qu'ils se disaient qu'ils ne pensaient même pas que c'est possible. Et coder en langue permet à l'enfant de se concentrer sur le plus important dans le codage informatique, qui est la pensée structurée. Alors que lorsqu'il code dans une langue étrangère, il est beaucoup plus focalisé sur les mots-clés, il est beaucoup plus focalisé sur les points, virgules, etc. Or, lorsqu'il code dans la langue dans laquelle il est le plus à l'aise, il est plus focalisé sur la pensée algorithmique, la pensée structurée, qui est le véritable apprentissage qu'on veut faire passer à travers le codage lorsqu'on a en face de nous des enfants. Et la question de la langue, ça vous réunit d'ailleurs, Ariel et Duc, parce que chez Passerelle Numérique, vous misez sur l'anglais. Tiens, vous prenez le contre-pied de Kaisti et de ABC Code. Des cours d'anglais pour pouvoir justement amener ces jeunes talents au bout de leur formation. Pourquoi c'était important pour vous de mettre cette logique de l'anglais dans la formation numérique des talents de Passerelle Numérique ? Notre mission sociale, c'est d'amener des jeunes à l'employabilité dans la tech. Et donc, il y a un moment, effectivement, où c'est incontournable à l'entretien. Mais je préciserai aussi qu'à Madagascar, on donne des cours de malagasy. Parce que quand vous avez recruté un jeune à 1000 km qui parle son dialecte local et même le malagasy avec l'accent local, il perd 30 points à l'entretien d'embauche. Et en plus, on ne se sentait pas, en tant qu'ONG internationale, venir et prendre des jeunes et leur faire oublier leur propre langue pour leur apprendre uniquement des langues occidentales, quoi. Ça nous mettait très mal à l'aise. Et il y a un sujet important qui nous tient à cœur. On parle souvent de la bro-culture dans le milieu du numérique, où tous les logiciels sont faits par des hommes blancs, trentenaires, et qui du coup pensent comme ça, et du coup prévoient leur logiciel comme ça. Nous, avec Passerelle Numérique, on propose au corps professionnel de dire vous voulez de la diversité, vous voulez de l'inclusion, venez avec nous, formez la prochaine génération. Et la prochaine génération, il y a 60% de femmes, elles sont aux Philippines. Et voilà. Et là, vous allez avoir de la diversité. Alors, si on veut cultiver de la diversité, il faut aller jusqu'au bout. Et moi, je pense que en plus de ce qu'a cité Ariel, qui est tout à fait vrai, le langage forme la pensée, en fait. Et si on veut avoir aussi de la diversité algorithmique, ou de la diversité dans la conception des logiciels, il faut, au contraire, nourrir cette diversité, plutôt que former des gens qui ne sont pas blancs, trentenaires, qui sortent de Stanford, à penser comme eux. Sinon, on propage l'uniformité. Ariel, je précise pour l'audience de l'École du Futur que vous êtes en
plein finish de votre thèse de doctorat en informatique, donc forcément, les questions d'algorithmie, ça vous connaît par cœur. L'idée, c'est aussi peut-être, comme le disait Duc ici, de pouvoir effacer, éradiquer les biais algorithmiques dès le départ. Le fait de pouvoir coder justement pour ces enfants en Wolof ou en français, le fait de se dire que vous avez tout autant de diversité que de talent en devenir, là aussi, c'est une chance pour pouvoir justement mettre au point cette algorithmie qui va forcément être plus diverse, plus inclusive aussi. Oui, oui, oui. Comme j'aime souvent le dire, l'inclusion, aujourd'hui, on a un peu ramené aux gens et à la race, mais l'inclusion même est liée à l'handicap, elle est liée à la langue, elle est liée à tout. Elle est liée vraiment à tout. C'est pour ça que le premier module de nos formations est toujours centré sur la découverte de soi, la découverte de sa personnalité et la découverte de celle de son voisin. Parce qu'il est important de réapprendre aux gens que nous sommes différents et qu'il n'y a personne qui est bien, personne qui est mauvais. Il y a des outils qui permettent de comprendre justement qu'en fait, il n'y a pas de mauvaises personnes. Il y a juste des personnes qui n'ont pas appris à prendre pleinement profit de leurs forces ou bien à combler leurs faiblesses. Donc, pour qu'on ait des algorithmes, des logiciels qui sont beaucoup plus inclusifs, il faut que les hommes qui sont derrière soient des personnes qui soient ouvertes à l'inclusivité avant même de toucher à la technologie. Il faut que les personnes qui soient derrière soient des personnes qui soient ouvertes d'esprit dans le sens où on accepte la différence de l'autre avant même d'arriver au niveau de la technologie. Donc je pense que même au-delà de la technologie, il y a un côté anthropologique qu'il faut prendre au niveau des humains qui touchent la technologie, parce qu'à la fin, le code n'est qu'une transcription de la pensée des êtres humains qui l'ont écrit, en fait. Et je rappelle que là aussi, il y a une action évidemment très pragmatique auprès de vos apprenants et de vos apprenantes, mais aussi des enseignants et des enseignantes que vous aidez au même titre que vos candidats et vos candidates. C'est essentiel. Comment ça se passe d'ailleurs en pratique, Duc, pour les experts et les enseignants et enseignantes de passerelle numérique? Vous les formez à une méthodologie en particulier au départ ? Alors oui, ça s'est construit un peu différemment au Cambodge en 2005, où on est vraiment parti de zéro et on a fait venir des professionnels, donc des consultants, qui au début venaient 15 jours et puis après ils ont négocié avec leurs employeurs des congés sabbatiques de 6 mois. Et donc ils étaient formés par des praticiens du secteur numérique, ce qui nous a permis au Cambodge de développer notre propre corps enseignant. Pour le Vietnam, pour les Philippines, on a un partenariat pour les matières techniques. Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, vraiment, notre savoir-faire et notre différence, c'est justement sur le savoir-être, sur les business skills, être à l'heure en réunion, rédiger un mail, dire oui quand c'est oui et non quand c'est non, enfin, plein de choses qu'il faut savoir faire à l'ère du numérique. Il s'agit plus d'être sur Slack que d'être sur le mail, etc., bien sûr. Et ça, c'est un peu notre recette secrète. Ça, on le développe nous-mêmes. Et après, sur les enseignements techniques, avec des partenaires académiques qui vont en plus nous donner un diplôme reconnu par l'État, on a plus une action de formation de ces formateurs. Je le rappelais tout à l'heure en ouverture d'émission, Ariel, Kaisti, c'est aussi un programme qui est dédié aux enseignants, aux enseignantes dans les écoles, dans les lycées, notamment au Cameroun, pour leur fournir tout le savoir à transmettre à leurs élèves. 29 000 enfants formés au Cameroun, mais je rappelais ce chiffre aussi, 350 enseignants, 8 000 responsables de l'éducation primaire formés dans plus de 6 pays d'Afrique. Là aussi, cette transmission du numérique, elle vient de ces professeurs-là. Oui, bon, je vais apporter une petite nuance au niveau des statistiques. Donc, 8 500 enfants, 8 500, c'est plus le nombre d'enfants qui étaient formés au codage et à la robotique. Maintenant, aujourd'hui, on travaille beaucoup avec les écoles primaires. Nous sommes partenaires techniques de UNICEF et du ministère de l'Éducation de base au Cameroun, où on travaille sur un projet qui s'appelle Connect My School. Concrètement, il s'agit de créer un environnement un peu holistique en termes de ressources, en termes de formation, en termes d'appui des leaders religieux, des leaders de la société, qui vont permettre à la fin d'utiliser les TIC pour améliorer l'éducation, pour améliorer l'apprentissage et l'enseignement au niveau du primaire. Et lorsqu'on parle du primaire, la plus haute autorité, généralement, c'est l'enseignant. Donc, si on capacite l'enfant sans capaciter l'enseignant, on va détourner et on va créer des frustrations parce que à la fin, le rôle de l'enseignant, c'est celui-là qui est le guide, en fait. Donc, on travaille beaucoup avec les enseignants pour leur montrer comment utiliser
les TIC pour améliorer leur enseignement, pouvoir créer des contenus didactiques qui sont ludiques, qui sont attractifs pour les élèves, comment utiliser les TIC pour faciliter l'évaluation. Donc, on a des outils de e-évaluation, donc l'évaluation à distance, l'évaluation avec le numérique, les outils de e-gouvernance pour l'éducation qui permettent aux mairies, par exemple, de voir actuellement en termes de statistiques combien de filles, combien de garçons, combien d'handicapés, combien de réfugiés, quelle est la moyenne générale, combien savent lire, combien savent calculer, etc., etc. Et puis également des outils de partage de ressources, parce qu'on a des activités de gamification où les enseignants créent des ressources ludiques qu'elles expérimentent avec les élèves de leur école, puis partagent avec le réseau d'autres enseignants qui sont dans d'autres régions, qui peuvent les prendre également, avoir des expériences avec leurs élèves, partager également leur retour d'expérience et ainsi de suite. On a un réseau de partage qui est un peu plus ou moins national. Le partage, évidemment, mis à l'honneur par Caïsti, notamment, mais pas que. Merci infiniment, Ariel Kitio, d'avoir été avec nous dans l'école du futur. Merci aussi, bien évidemment, à Duc Adong d'avoir été en plateau avec nous pour Passerelle numérique. On le voit, ces initiatives et ces ONG qui mettent l'éducation numérique en action. Merci encore pour vos actions conjointes et merci, comme toujours, à Guillaume Gralet du magazine Le Point, évidemment, pour tes idées derrière la tech. On te retrouve dès demain dans l'école du futur. Je vous retrouve aussi d'ailleurs, sur tous les réseaux sociaux avec le hashtag l'école du futur et le handle @schooltv. À demain.